CCAS de la ville de Carvin, nous sommes intéressés de regarder les belles initiatives qui peuvent avoir lieu ailleurs que chez nous, sur des diagnostics partagés, sur parfois des problématiques communes. On s'aperçoit que de l'autre côté de la frontière, ça fonctionne différemment. On s'aperçoit parfois que les moyens qu'ils mobilisent pour résoudre la problématique sont moins importants que ceux que nous mobilisons nous. Et dans cette période où la difficulté budgétaire est réelle, dans cette période où les réalités sociales sont fortes, elles se diffusent, elles rentrent dans l'école, il est important de pouvoir regarder comment nos voisins peuvent faire eux aussi pour agir ou réagir à la situation à laquelle ils sont confrontés. Et puis, on a posé un diagnostic. Dans l'école se concentrent des difficultés qui sont parfois relatives hors de l'école. Et comment, je dirais, on peut gérer, accompagner, soutenir les équipes éducatives pour qu'elles puissent mener à bien leur mission éducative, tout en sachant que les problématiques rencontrées sont des problématiques qui trouvent une origine parfois ailleurs et qui se structurent et perturbent l'atmosphère de la classe. Donc l'atmosphère, on a répondu, je dirais, à un besoin du territoire qui est l'atmosphère. Une atmosphère qui n'est plus ou de moins en moins propice aux apprentissages parce que la communauté éducative doit passer de plus en plus de temps à essayer de pacifier la classe, pacifier la cour de récréation. Et autour de cette pacification retrouvée, eh bien, chacun joue son rôle. L'enseignant et le pédagogue qui transmet les savoirs, le collectif absorbe les savoirs de manière beaucoup plus naturelle, dans une ambiance qui est beaucoup plus propice à la réussite éducative. Alors, c'est important quand même de vous montrer que les pratiques restauratives, elles sont issues de la justice restaurative. Donc la justice restaurative, elle est arrivée réellement dans les années 70. En fait, on a commencé dans les années 50 à prendre en compte la victime d'infraction, mais sur plutôt un volet d'indemnité, plutôt matériel, le volet. En quoi la victime elle a été touchée matériellement dans une infraction. Petit à petit, les choses ont changé. On a des services de victimologie qui se sont mis en place. Et donc là, on a commencé à prendre en compte la victime dans son ensemble. Parce que la victime elle a été également touchée à un niveau personnel dans les infractions, psychologiquement, physiquement, socialement, au niveau de sa famille. Donc voilà, on a commencé à la prendre en charge dans sa globalité. En France, ça arrive chez nous avec Madame Taubira, en août 2014, avec la loi, alors je lis parce qu'à chaque fois je me trompe, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. On est bien sur renforcer des sanctions pénales. Il y a sanctions, mais il y a également justice restaurative. Milieu scolaire, c'est arrivé en juillet 2013 avec cette fameuse réforme des collèges, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Donc ça arrivait dedans. Donc, juste pour vous réexpliquer ce que c'est que la justice restaurative. Ce sont des rencontres. Infracteurs, victimes, auteur, victime, pardon, suite à une infraction, donc dans le milieu pénal, donc avant le procès, pendant le procès ou après le procès. D'accord ? Ça permet du coup à la victime d'entendre réponse à ces questions qui sont pourquoi moi, pourquoi à ce moment-là, de faire entendre à l'auteur ce dont elle a besoin sur un volet plutôt personnel, pour amener l'auteur, grâce à des professionnels formés à la justice restaurative, à prendre ses responsabilités, à reconnaître sa part de responsabilité pour aider la victime à aller de l'avant. Ces rencontres-là ne se font pas de façon anodine, elles se font avec des agents du milieu pénal formés. C'est un cadre, on verra après, sécurisé. Ils voient d'abord chacun des membres en individuel pour s'assurer qu'ils puissent ensuite se rencontrer. Et la nuance qu'on a en France, c'est que parfois, on a des victimes qui rencontrent des auteurs des mêmes faits, et pas que ce soit leur auteur. Par exemple, les accidents de la route, on a des victimes qui vont rencontrer des auteurs d'accidents de la route, mais pas le leur.
mais ça leur permet d'être entendus. C'est un espace de dialogue et de partage. Et du coup, de partager derrière, l'auteur partage sa culpabilité, ou en tout cas partage sa prise de responsabilité dans l'infraction. Howard Zehr résume la justice restaurative en la définissant comme un processus destiné à impliquer autant qu'il est possible, parce que c'est pas toujours possible, attention, c'est selon les situations, selon les personnes qui veulent aussi pouvoir participer à ce genre de processus. Donc destiné à impliquer autant qu'il est possible ceux qui sont touchés par une infraction donnée, identifier collectivement les torts et les dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu'il est possible de le faire. On verra tout au long de la matinée qu'on est centré sur les émotions ressenties durant l'infraction et sur les besoins pour pouvoir se réparer, se reconstruire et avancer. Dans le milieu scolaire, donc on a beaucoup de personnes de l'éducation nationale ici présentes. Donc le guide ministériel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sorti en juillet 2014, dit « La justice restaurative a pour objectif d'améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité. C'est-à-dire que deux personnes qui rencontrent une difficulté, un conflit en classe ou au collège, sont des personnes qui sont amenées à passer le reste de l'année ensemble, voire les 3, 4 années de collège ensemble, voire même le lycée, des fois ça se suit. Donc c'est important, au bout d'un moment, de prendre ces personnes, de dialoguer avec elles, avec un processus bien spécifique aux pratiques restauratives, pour recréer du lien, renouer un dialogue, éviter la récidive, s'engager sur des points pour ne plus que ça recommence. Et surtout, que la victime puisse faire part à l'auteur, une fois de plus, de comment elle a vécu l'événement, pour créer chez lui une forme d'empathie aussi, et dire « Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça », et du coup l'amener lui à prendre ses responsabilités. Ce qui est important pour l'auteur, ça permet aussi à lui de se construire, de réaliser aussi l'impact de lui, son geste ou ses mots sur quelqu'un d'autre. Ça permet aux jeunes en tout cas à grandir, c'est citoyen aussi ça comme pratique. Donc les objectifs des pratiques restauratives, donc approche innovante dans la gestion de conflits, ou d'une transgression d'une règle, le règlement scolaire. Donc le but est de restaurer le lien entre les protagonistes qui vont passer le reste du temps ensemble. Favoriser le mieux vivre et travailler ensemble. Donc là, vous verrez après sur les pratiques plutôt préventives, on est sur des modes de communication. Simplement, adapter sa façon de parler à l'enfant en tant qu'adulte, amener les enfants à parler autrement entre eux, développer un meilleur sens des responsabilités individuelles et collectives. Eh ben ouais, savoir dire c'est moi, j'ai effectivement ma part de responsabilité dedans, au lieu de dire bah non c'est pas moi madame, je t'ai vu là, je viens de le faire, non c'est pas moi, ils sont forts à jouer là en plus. Hein. Donc voilà, c'est les amener aussi à reconnaître, à grandir, à gagner en maturité, hein, au bout d'un moment, même nous adultes, hein, c'est pas toujours évident de dire oui, là effectivement, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Contribuer à une atmosphère et un climat bienveillant. Johan Declercq, qui a mis au point cette pyramide, est en fait un criminologue qui travaille en Belgique. Il a beaucoup travaillé, ou en tout cas mené des études sur le lien qui existe entre victime et auteur, et aussi sur tout le phénomène de résilience. Donc il a vraiment mené beaucoup de travaux autour de cette thématique, et ça l'a amené en fait à réfléchir, ou en tout cas à essayer de dessiner un peu une pyramide de prévention. C'est vraiment de donner un cadre en fait de réflexion qui amène justement à classifier, ou en tout cas essayer de réfléchir sur la manière dont on peut mener une politique de prévention. Donc du coup, l'idée c'est vraiment que les pratiques restauratives, comme Florence le disait, peuvent avoir un volet curatif, mais aussi également un volet préventif. Dans cette pyramide, on se rend compte en fait que plus on monte dans la pyramide, plus les mesures qui seront prises seront ponctuelles et en réponse directement à un problème. On oublie souvent qu'entre deux personnes, moi, l'autre, là en l'occurrence Valentine, on a la relation. D'accord, symbolisée par cette jolie écharpe. Donc hop, on le met là, Jacques Salomé, d'accord. Il dit quoi en travers ça? Et c'est important au travers de toutes les pratiques restauratives, mais aussi dans notre quotidien, à la maison, c'est important de s'en rappeler, qu'on est responsable de notre bout.
Ça, c'est hyper important. On est responsable de ce qu'on dit, de la façon dont on le dit. On est responsable de ce qu'on fait et de comment on le fait. Et l'autre, également. D'accord ? Ça, c'est très important de le reconsidérer parce que, en général, on est dans le tu-tu-tu. La relation klaxonne. D'accord ? Le tu-qui-tu. Ça va ? En général, on parle sur le bout de l'autre. Tu m'énerves. Encore une fois, t'es pas rentré à l'heure. T'es arrivé en retard ce matin. Enfin voilà. Donc c'est quoi ? C'est des reproches. C'est des reproches qui tuent du coup la communication, la fluidité de la communication et qui met l'autre sur la défensive en général et qui répond ouais mais toi hier et tu. Et à force de parler sur le bout de l'autre, on l'efface. Il n'existe plus. Et on prend du coup, nous, plus notre part de responsabilité. Et donc, du coup, ça crée conflit. Alors, les objectifs de la CNV, on peut le définir comme ça va être la rencontre vraie avec soi et l'autre. Donc on a les deux aspects. C'est un processus qui va nous inviter à clarifier notre conscience en prenant la responsabilité de nos sentiments et de nos besoins. On fait un écho avec le principe de 100% responsabilité. Je suis responsable de mes sentiments, de mes besoins. Donc, ce qui va être recherché, ça va être la qualité de la relation, la qualité de nos échanges. Donc, dans cette définition, j'ai envie de dire, on s'aperçoit que la CNV n'est pas un processus dédié à à l'éducation, au champ médico-social. C'est vraiment un outil du quotidien, de la vie pro comme de la vie perso. Donc j'ai fait cette formation avec Christine Dubar. Et du coup, enfin voilà, j'en ressors quand même assez différente. Depuis cette formation, dans les relations que j'ai avec les jeunes, dans les relations que j'ai avec mes proches, j'ai totalement... Enfin, le changement vient de moi en fait. En fait, la CNV, c'est ça. C'est qu'on se rend compte que du coup, on va se recentrer sur soi-même et du coup sur ses besoins, sur ce qu'on a observé, sur le sentiment sur l'observation et du coup sur le besoin que je vais demander. Et au travers de ça, j'ai... Dans le cadre de mon travail, donc j'ai utilisé cette formation dans le suivi des jeunes qui sont en décrocheur. Donc j'ai testé la CNV auprès des jeunes et du coup, je me rendais compte que dans les relation qu'on avait avec ces jeunes, c'était surtout, ne serait-ce que déjà demander à ce jeune comment tu te sens aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'émotions tout à l'heure, mais on est vraiment là-dedans. Ces jeunes ne savent pas s'exprimer sur l'émotion actuelle, sur l'instant présent, comment je me sens. Et donc du coup, sur mes séances, à chaque fois, j'abordais, comment tu te sens ? Petit à petit, ce jeune, il s'est exprimé. Et sur les demandes que je lui formulais, je faisais en sorte que lui fasse le travail de raccrocher, en fait, qu'il prenne conscience qu'à un moment donné, ça ne va pas dans sa vie scolaire, mais aussi dans son parcours à la maison. Et c'est vrai que la CNV, du coup, nous repositionne dans la manière dont on va faire nos demandes, la manière dont on va exprimer son besoin. Mais c'est pas facile parce que on est tous, on est des êtres humains avec les interprétations, les jugements qu'on va porter à autrui. Ah, il m'a regardé comme ça. Donc du coup. Mais c'est vrai que cette formation, en tout cas pour moi qui l'ai faite, j'ai appris énormément et le conflit maintenant pour moi c'est vraiment, je suis plus dedans quoi. Quand je suis confrontée à une situation, je vais me recentrer par rapport à moi-même et je vais dire ce que je pense, je ressens à ce moment-là de ce qui m'a été renvoyé.
On arrivait vraiment au processus, aux 4 étapes, on va dire, de la CNV, qui sont repris ici. 4 étapes qui sont donc l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Alors l'observation, c'est la première étape, tout là-haut, ce que je pense que je vois. Alors, observer, c'est observer sans juger, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et c'est finalement se dire quel événement déclenche l'envie de m'exprimer. C'est juste un premier niveau de constat, c'est lorsque je vois la serra hocher la tête, lorsque j'entends telle personne me dire cela, quand j'observe ça, c'est un niveau de constat épuré. Le deuxième niveau, le niveau du sentiment, du coup, c'est quelles émotions, quels sentiments sont éveillés en moi face à ces observations. C'est ressentir sans interpréter, c'est je me sens, et on en revient à cette notion de 100% responsabilité. Une fois qu'on a identifié ce qu'on ressentait, on va aller chercher, donc, cette case ici, et dans cet ordre-là, les besoins. Je me sens étonnée parce que j'ai besoin de. J'ai besoin de. Mon 2, il était bizarre dans le micro, pardon. J'ai besoin de. Et j'ai pas besoin que, ou j'ai pas besoin que tu. J'ai besoin de. C'est plus on va être précis dans nos besoins, et donc plus la demande qu'on va formuler à l'avenant va être précise également. Donc la demande, elle va être. Ça va être quelles actions spécifiques je vais vouloir voir accomplir, et maintenant. Il y a quelques conditions en fait qui peuvent, je vais vous les citer comme ça, c'est vrai que pour que la demande soit la plus juste possible, elle concerne cette demande l'instant présent, on ne se projette pas à 10 ans, ou on ne revient pas sur ce qui s'est passé hier, c'est maintenant. Elle s'adresse donc à quelqu'un, on est vraiment dans la communication en face à face. Elle est concrète, elle est exprimée en langage positif, c'est ce que je veux et pas ce que je ne veux pas dans la formulation. Elle est réaliste et réalisable. Elle propose une démarche pas à pas. C'est pour le moment quel pas on fait via ma demande pour avancer, et c'est pas pour toujours. C'est quel petit pas concret ce jour. Elle est négociable, c'est-à-dire j'accepte que l'autre puisse me dire non. On a fait le choix de mettre la définition de la médiation de Michel Guillaume Hornung, qui est reconnu dans le domaine de la médiation, qui enseigne en faculté de droit, une très grande médiatrice, donc qui dit que la médiation est un processus volontaire. On ne la met en place qu'à partir du moment où les personnes concernées par le conflit acceptent d'entrer en médiation. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Vous vous plantez en tant que médiateur et les jeunes ou les protagonistes avec. Donc la médiation est un processus volontaire d'établissement, de rétablissement de liens sociaux, de prévention et de règlement des différends. Ce processus s'effectue au travers d'une communication éthique durant laquelle les personnes s'efforcent de renouer le dialogue pour trouver une solution à leur situation. C'est eux qui trouvent la solution, pas les médiateurs. On a un rôle très important en tant que médiateur, c'est de rester neutre. On n'est pas juge, on n'est pas arbitre, on ne doit pas prendre parti, on doit plutôt faciliter les protagonistes à trouver eux-mêmes leur solution pour sortir du conflit. C'est comme ça qu'on en sort. Si c'est imposé, en général, il y a récidive. Au cours de ce processus, un médiateur tiers, indépendant, les accompagne de façon impartiale et sans influencer les résultats, tout en garantissant le respect des intérêts de chacun des participants et la confidentialité des échanges. Une médiation, on voit ça en formation, est cadrée par des règles précises. C'est un cadre, à nous, médiateurs, de faire qu'il soit sécurisant et agréable pour chacun des protagonistes, avec des règles bien précises de responsabilité, je parle en jeu, de respect, de sincérité. On est sur l'observation, disait Mélanie tout à l'heure, quelque chose de l'effet brut, amener les personnes à expliquer comment elles ont vécu les émotions, les besoins qu'ils ont, et du coup comment on fait aujourd'hui avec les émotions ressenties, leurs besoins, pour sortir de la médiation, du conflit au travers de la médiation. Alors, les médiateurs sont au service d'une situation et non d'une personne. Et ça, c'est
compliqué par moment en tant que médiateur, parce qu'il ne faut pas qu'on mette notre cape de super-héros à vouloir tout sauver. On est là pour une situation, un fait brut qui nous a amené à. Les accords sont personnels, interpersonnels et collectifs. Personnels pour chacun des protagonistes, interpersonnels entre les personnes qui sont en conflit, et collectifs si par exemple il y a une incidence sur la classe ou sur le collège, ou ça c'est très important, d'essayer justement d'élargir les accords. Ils sont partagés au travers d'un plan réparateur, distribués aux personnes qu'ils choisissent. Donc souvent ils choisissent la direction de la vie scolaire. La médiation est un temps et un espace sécurisant, lieu pour mettre en présence et accompagner avec bienveillance et non-jugement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre rôle à nous, d'être neutre, pas toujours évident, mais c'est notre position à avoir, on n'est pas juge, on n'est pas arbitre. Il est important d'inscrire les pratiques restauratives dans le projet d'établissement pour qu'elles soient reconnues et utilisées. C'est important pour le personnel de l'établissement, c'est aussi important pour les parents. Les parents qui disent « j'ai entendu dire que mon fils il a vu une dame ». Il a parlé de ce qui s'est passé en classe. S'ils ne sont pas au courant, c'est un peu compliqué. Donc c'est important aussi pour les inscrire, les parents, dans la démarche. Parce que les enfants, ils rentrent avec leurs observes, ils rentrent avec leurs heures de retenue, ils rentrent avec dans leur carnet écrit médiation ce jour avec machin. Donc ils comprennent aussi, les parents. Et qu'ils soient partie prenante, c'est encore mieux. Les pratiques restauratives n'effacent pas le conflit, mais aident à gérer plus facilement avec l'autre et non contre l'autre. Voilà, le conflit il est là, il est existant, il y a une atteinte. Mais on essaie d'aller de l'avant ensemble. Là, l'idée, c'est un peu de rassembler toutes les idées de ce matin, plutôt pour mettre en avant l'approche préventive. C'est-à-dire que parmi les pratiques restauratives, on a certes la médiation, qui est vraiment, comme on le voyait tout à l'heure sur la pyramide, tout en haut, c'est-à-dire une des dernières solutions qui peuvent être proposées, mais en amont, plein de choses peuvent être faites. Et donc, notamment, alors concrètement, on peut mettre en avant toutes les attitudes de communication non violente que Mélanie a mis en avant tout à l'heure, tout le travail qui peut être mené auprès des enfants, des adolescents sur l'expression des émotions, enfin la connaissance et l'expression des émotions, qui peut se travailler dès le plus jeune âge, vraiment dès la maternelle, qui amène justement à avoir cette habitude de pouvoir s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent, qui favorise du coup tout un climat bienveillant ou en tout cas préventif. La médiation par les pairs, donc en fait on a sur 15 ans au niveau des collèges, des jeunes en fait sont formés à la médiation par les pairs. L'idée en fait c'est qu'ils puissent être en autonomie entre guillemets après un temps de formation, de pouvoir gérer des petits conflits au sein de la cour de récréation, bien sûr en lien avec une personne de l'établissement, qui souvent le CPE, qui fait le lien et qui amène les jeunes en conflit vers les médiateurs pairs. Ils n'ont pas pour vocation à régler des gros conflits, parce qu'on a vraiment, c'est vraiment un travail sur des petits conflits, ou en tout cas qui puissent être en capacité de gérer eux-mêmes des conflits. Donc dans les établissements, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et alors, les cercles de parole, on voulait vous en parler un peu plus spécifiquement ce matin. L'idée en fait de ces cercles, qui peuvent être utilisés de deux manières, ils peuvent être amenés ou en tout cas mis en place sous un volet préventif. Donc ça peut être institutionnalisé dans un établissement comme un moyen de communication autour d'une heure de vie de classe. Ça peut être dans un CAJ, on a une animatrice qui s'est appropriée ça tous les lundis matins pendant les vacances. C'était le cercle d'accueil qui permettait justement de prendre un temps, de discuter ensemble. Et ils peuvent aussi être utilisés en cas de difficulté ou dans un conflit qui prend vraiment une part un peu plus collective. Par exemple, dans une ambiance de classe dégradée, Florence est intervenue dans certaines classes pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Donc l'idée, comme en médiation, c'est que le médiateur il est là pour être neutre, pour amener un cadre sécurisant et permettre en fait à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc là, on a vraiment... l'idée c'est d'être en cercle, sans table, et que chacun a un temps de parole. Si on fait le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, chacun est responsable de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas, mais en tout cas il aura eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer, ou en tout cas exprimer ce qu'il a pu ressentir, ou en tout cas ce qu'il peut proposer. On est
ces temps-là peuvent être utilisés sur des sujets de discussion très très variés. Ça peut être comment améliorer l'ambiance de classe, enfin voilà. On a vraiment toutes ces thématiques, mais c'est un outil qui peut amener, être mis en place régulièrement et amène justement ce temps de parole avec les enfants, les jeunes, les élèves en établissement, ou alors ça peut être aussi utilisé dans une vie de quartier, un conseil de quartier. Enfin, voilà, c'est un outil qui peut être aussi transféré dans plein d'instances et un moyen de communication en tout cas différent.